Radio Grand Lac, La radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'éco. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous et à toutes, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Grand Lac. Bienvenue dans le grand bain de l'éco pour notre émission bimensuelle. Ce soir, j'ai le plaisir, le grand honneur de recevoir Christophe Guérin. Christophe Guérin, directeur général du Casino Grand Cercle, notre si belle et si ancienne institution aixoise, et puis également dirigeant du nouveau casino qui parlera plus peut-être sous le libellé, sous l'appellation du Poker Ball en bord de lac et qui, si j'ose dire, relève d'un actionnariat commun qui est un actionnariat local puisque ce sont deux maisons, si j'ose dire, qui sont totalement indépendantes. Et vous nous en direz un mot tout à l'heure, Christophe Guérin. On va bien évidemment parler de l'histoire du casino, de son activité, de ses activités, de la façon avec laquelle vous avez réussi à assurer la transition numérique en ligne. Ça n'a pas été facile. On se connaît depuis un certain temps et je me souviens avoir échangé avec vous sur cette transition et vous nous direz un petit peu comment on évolue dans le monde du jeu, un monde qui est extrêmement réglementé, qui est extrêmement normé et qui est très concurrentiel également. Et je crois que de ce point de vue, le Casino Grand Cercle a de très très belles réalisations. Je crois que vous avez amené tous les chiffres de surcroît dont vous pourrez nous parler tout à l'heure et qui résument assez bien aujourd'hui ce que représente le Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains et en France bien sûr. Alors avant d'évoquer l'histoire et les activités actuelles du casino, on va faire une petite introspection. J'ai l'habitude de mettre à l'honneur mes invités à la fois dans l'exercice de leurs fonctions, mais j'aime bien connaître leur histoire. Christophe Guérin, vous êtes natif d'Annecy d'abord. Tout à fait. Annecy. Tout à fait. Bonjour à tous d'abord. Et oui, tout à fait. Je suis né à Annecy il y a quelques années déjà. Il y a quelques années déjà. On dira pas quand, mais en revanche, on peut dire que vous êtes dans le monde des jeux depuis 40 ans. Voilà. Oui, 40 ans. Oui. J'ai commencé en 1985 et au casino d'Aix-les-Bains. J'ai fait mes armes dans ce beau casino d'Aix-les-Bains que je dirige actuellement. Et ça a été une très très belle expérience, vraiment quelque chose qui était totalement nouveau pour moi, une opportunité de faire une école au casino avec un professeur corse à l'époque et donc j'étais pas du tout destiné à embrasser cette carrière et le hasard a voulu que je puisse accéder à cette école et je suis rentré et j'étais vraiment fasciné par ce monde, j'étais enthousiasmé par ce métier qui était totalement incroyable et du coup j'ai fait ma carrière là-dedans, voilà. Alors vous entrez en 1985, alors sans dévoiler votre âge, on dira quand même que vous aviez à l'époque une vingtaine d'années. Voilà. Oui, c'est ça. Vous aviez une vingtaine d'années, vous nous disiez il y a un instant que rien ne vous prédestinait particulièrement au monde du jeu. Peut-être la fascination, en revanche, pour le jeu, et puis l'opportunité d'entrer dans une institution que vous connaissiez et qui était déjà particulièrement renommée. Oui, tout à fait. Mon père travaillait dans le forage pétrolier, donc j'ai passé une grande partie de mon enfance à l'étranger, et j'avais fait une année après mon bac en Afrique, donc j'avais travaillé dans les forages à terre. Et ensuite, on devait faire l'armée à l'époque, qui était quand même une bonne solution pour nous cadrer un peu. Et donc, je suis parti après avec les casques bleus au Liban pendant une douzaine de mois. Et à mon retour, j'ai repostulé dans le forage pétrolier et j'étais sur Annecy quand je suis revenu. Et j'avais ouvert un magazine qui s'appelait Gamble à l'époque, où il parlait de d'hippisme et de casino et j'ai ouvert ce magazine et j'ai vu des casinos avec des croupiers en smoking, des jolies filles, du jeu. J'ai dit c'est quand même pas mal cet environnement, c'est mieux que la boue des forages pétroliers. Et je dis comment on fait pour entrer dans un casino. Et à Annecy, à l'époque, il y avait plus de casino. Ils avaient rasé le casino.
Et l'Impérial Palace. Ouais, l'Impérial avait brûlé, mais à l'époque, il y avait un casino qui était sur le Paquier, et il y avait eu des affaires dans les années 70, et ils avaient choisi de fermer ce casino et de raser le bâtiment. Donc, il n'y avait plus à l'époque de casino à Annecy. Et donc, j'ai demandé où était le casino le plus proche, et c'était Aix-les-Bains. Et donc, j'ai appelé la municipalité à l'époque. Ils m'ont réorienté vers le directeur du casino. Il me dit, ça tombe bien, il y a beaucoup de croupiers qui sont partis pour diverses raisons. Et ils m'ont dit, exceptionnellement, faites une école, envoyez votre CV au casino. J'ai envoyé mon CV, et donc j'ai pu participer à cette école. Et ce qui était un petit peu, vous voyez, les choix de vie sont un petit peu bizarres parfois. J'avais envoyé plusieurs candidatures dans des sociétés de forage, et j'ai reçu à l'époque, alors ça fait vraiment old school, mais j'ai reçu un télégramme, vous voyez, c'était sur le papier bleu, et le lendemain j'ai reçu la lettre qui m'acceptait à l'école des croupiers d'Aix-les-Bains, et c'était un choix de vie, c'était où je repartais dans le forage, où j'essayais de faire un autre métier dans les jeux. Voilà comment ça s'est passé. Comme disait un ancien président de la République, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et je pense que ça a été une expression qui vous a en tout cas inspiré, puisque vous faites votre entrée en 85, donc comme croupier, vous y passez quelques années, et puis... je passe 2 ans. 2 ans. Et après, je pars... à Lyon. Je pars à Lyon, casino de Charbonnières. Donc, il n'y avait pas de machine à sous à Lyon. Elles sont en France, elles sont arrivées en 89, je crois, les premières. D'accord. Donc, d'ailleurs, au casino de Charbonnières. Donc, je fais un déplacement là-bas avec le directeur des jeux de l'époque qui s'appelle Monsieur Boisson, que je salue sa mémoire, c'était un très grand professionnel. Et donc je m'immerge dans tous les jeux, ensuite les jeux anglais. Voilà, je passe de 87 à 91. Et dans les débuts des années 90, j'apprends qu'il va y avoir un casino à Annecy. Donc j'écris en Allemagne au groupe. C'est un groupe allemand qui devait prendre la concession. Et donc j'attends, et j'ai pu solliciter directement la direction allemande de l'époque, et voilà, ils m'ont recruté à la fin, au début en tout cas de cette opération. On réouvrait un casino qui devait normalement être le plus beau casino d'Europe, donc tout le monde voulait aller dans ce casino. Et donc j'ai pu accéder à un poste de chef de table dans ce casino, et ensuite j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Voilà, il y avait beaucoup de monde, c'était très très attractif. Et donc j'ai passé 10 ans là-bas, et j'étais directeur des jeux quand j'ai terminé là-bas. Et ensuite j'ai appris qu'il y avait un poste qui se libérait comme directeur machine et directeur des jeux à Aix-les-Bains. Donc j'ai repostulé à Aix-les-Bains, où on m'a à nouveau fait confiance. Le président de l'époque, m'a recruté sur ce poste-là. Et voilà, depuis 2000, je suis à Aix-les-Bains. Donc ça fait un petit bout de temps maintenant. Ça fait 25 ans, en tout cas, que vous êtes revenu, et là pour le coup, sans discontinuer, effectivement, au début des années 2000. Le président de l'époque, c'était Paul Burnet. C'était Monsieur Burnet. C'était c'est lui qui m'a recruté. Absolument, Paul Burnet. Donc vous revenez à vos amours, si j'ose dire. En tout cas, vous revenez à l'endroit où vous avez commencé votre belle carrière, où vous avez commencé à gravir les échelons. Vous échappez un petit peu dans le Rhône, puis revenez dans votre département natal, et vous prenez donc à partir du début des années 2000 la direction des machines à sous, voilà, tout à fait. qui est, j'allais dire, à l'époque, très probablement l'un des éléments essentiels ce qu'on appelle le produit brut des jeux. Tout à fait. C'est une appellation, une expression qui évidemment parle pas à tout le monde, mais qui parlera à tous les acteurs économiques des jeux. C'est comme son nom l'indique, bien évidemment, ce que rapporte un casino, mais ce n'est pas le montant du résultat, et de très loin. C'est toujours difficile à expliquer. C'est toujours difficile à expliquer, mais on rappellera simplement que la réglementation des jeux en France est particulièrement stricte, et qu'elle est extrêmement lucrative pour les collectivités publiques, et en particulier pour l'État, qui y trouve un certain nombre de ressources
donc continuer à jouer au casino parce que ça suscite une activité économique qui est importante et qui emploie de très nombreux salariés. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée d'ailleurs aujourd'hui du nombre alors de casinos en France? Je crois que c'est 200. C'est 202. C'est 202 voilà. Casinos. Et en termes d'emploi, de manière approximative. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 4000 employés. À peu près. D'accord. Les différents casinos sont constitués autour d'une autorité de tutelle, autour d'un syndicat professionnel. D'abord, il y a 2 syndicats professionnels. Il y a la CIF et Casinos de France qui représentent à peu près 3/4 des casinotiers. Ensuite, on dépend du ministère de l'Intérieur, qui est notre tutelle. Et en dessous du ministère de l'Intérieur, on a le service central des courses et jeux, qui coiffe les casinos et qui fait respecter la réglementation des jeux dans les casinos. Voilà. Donc c'est contrairement à ce qu'on pense, c'est plus les casinos des années 60. C'est certainement les sociétés les plus contrôlées en France, avec des multicouches de contrôle, une réglementation serrée et des contraintes réglementaires qui sont extrêmement importantes. Donc, quand je vois parfois certains articles, ça me hérisse un petit peu le poil parce que on a toujours l'impression que c'est des casinos de Vegas des années 50 dirigés par la mafia, alors que c'est des casinos qui sont, c'est des sociétés tout à fait réglementaires avec des groupes constitués qui sont des professionnels du métier et qui appliquent la réglementation à la lettre. De toute façon, si la réglementation n'est pas appliquée, les autorités ferment le casino. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Les choses sont claires, effectivement. Et toutes les personnes qui travaillent dans les casinos doivent avoir un agrément de jeu du croupier au directeur. Voilà. Et cet agrément est délivré que si effectivement la personne est vraiment blanche dans tous les sens du terme, quoi. Voilà. Alors vous, Christophe Guérin, vous connaissez particulièrement bien le monde du casino parce que du jeu de manière générale, parce que vous y officiez depuis 40 ans et parce qu'on a vu que vous y avez occupé à peu près tous les postes, croupier, responsable de machine à sous, directeur des jeux. Lorsque vous revenez à Aix-les-Bains, vous êtes directeur des machines à sous, puis directeur adjoint, pardon. Et puis, vous prenez la direction générale exécutive. Vous êtes également directeur responsable à l'égard du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que vous engagez, si j'ose dire, votre responsabilité professionnelle et personnelle. C'est un élément important à rappeler. Tout à fait, ouais. Directeur responsable, c'est vous êtes garant du respect de la réglementation à la fois pour vous, mais aussi à la fois pour l'ensemble de vos cadres et de vos employés. Absolument. Donc voilà, c'est sur vous que repose tout le poids de la réglementation. Donc voilà, c'est un poste qui est à responsabilité parce qu'on a un poste réglementaire, mais on a aussi toutes les responsabilités civiles liées à une entreprise normale, quoi. Absolument. Et, donc c'est le Graal, c'est le dernier échelon, si vous voulez, dans les casinos. Mais voilà, c'est quelque chose qui a une pression constante concernant à la fois la réglementation et le reporting qu'on doit faire à nos autorités de tutelle. D'accord. Alors, avant d'évoquer des éléments chiffrés, des éléments d'activité, je pense qu'il est important pour nos auditeurs qui sont pas tous aixois, qui n'appartiennent pas au bassin de population d'Aix-les-Bains, de rappeler que le casino Grand Cercle est exploité dans un lieu qui est un lieu absolument magnifique, merveilleux, qui est un lieu chargé d'histoire. Il a été construit en 1850, il est inauguré par le roi Victor Emmanuel II. On va rappeler qu'en 1850, la Savoie n'appartient pas à la France. On va rappeler qu'à l'époque, la Savoie relève du royaume de Piémont-Sardaigne, d'où l'inauguration par le roi Victor Emmanuel II. Alors, je fais un petit peu de recherche, si j'ose dire, et je me suis plu à constater qu'il s'agissait à l'époque de renforcer l'aspect ludique d'Aix-les-Bains, qui n'était à l'époque connu que comme une cité thermale, en réalité,
Donc il s'agissait d'accompagner entre guillemets les touristes thermaux et d'attirer donc en Savoie ce qu'on appelle un petit peu la haute société, des artistes européens. C'est une œuvre également locale puisqu'elle a été réalisée par un architecte qui s'appelle Charles Bernard Pellegrini et qui est un architecte chambérien et qui va être construit alors en plusieurs phases. Il y a d'abord la partie centrale, bien évidemment, hein, qui est inaugurée, et puis je crois une 50aine d'années plus tard, des parties latérales, celles que l'on connaît aujourd'hui, vont être inaugurées avec une pièce, j'allais dire d'exception, qui est le théâtre du Casino. Tout à fait. Je pense qu'il est important que vous nous disiez deux mots du théâtre du Casino, parce que c'est ce qu'on appelle une masterpiece, un chef-d'œuvre en anglais. Tout à fait. Il a été construit en 1819, excusez-moi. Absolument. Il a 900 places assises, ce qui est complètement fou pour un théâtre de province. Donc même l'architecte des bâtiments de France qui gère Versailles a dit c'est une pièce tout à fait exceptionnelle. Il y a une acoustique tout à fait exceptionnelle. Ça demande un entretien tout à fait exceptionnel aussi. Donc ça demande les coûts d'investissement simplement pour les 10 dernières années ont été environ de 5 millions d'euros juste pour la partie théâtre, et encore on a mis 5 millions mais on ne voit même pas qu'on a mis 5 millions, hein. Il faudrait en remettre quasiment le double pour pouvoir rénover entièrement ce théâtre. On a refait tout ce qu'on pouvait refaire on a fait l'essentiel, on a déjà mis en sécurité, on a refait l'électricité, on a refait une grande partie de la structure, si vous voulez. Maintenant, il faudrait effectivement rénover ce théâtre de fond en comble, mais ça demande des coûts quand même titanesques pour des revenus qui sont modestes, inexistants. Oui, effectivement. Ça. Donc c'est vraiment de la pure culture, quoi. Oui, ça relève pas du tout du cœur d'activité du Casino. Et je pense que c'est important pour la ville que ce théâtre existe, puisque ça fait venir du flux, ça met une animation. On a toutes les belles pièces de théâtre parisiennes qui viennent se produire ici, et je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un théâtre de ce type-là à Aix-les-Bains. D'ailleurs, les gens sont toujours étonnés de découvrir un casino de cette envergure-là dans une ville moyenne, disons 30 000 habitants, peut-être 36 000 maintenant. Et je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir un bâtiment comme ça. Alors, il faut savoir que ce bâtiment, quand il a été construit, les jeux étaient interdits en France. Donc les contribuables, si vous voulez, pas les contribuables, les notables aixois qui ont choisi d'investir leur argent dans ce bâtiment. Alors au départ, on appelait ça pour amuser les baigneurs, c'est-à-dire qu'il fallait un lieu de distraction pour l'ensemble des curistes qui venaient ici, puisque le lac est quand même relativement loin. On se baignait pas forcément à l'époque en été, donc il fallait quelque chose, des beaux lieux pour des beaux spectacles, pour des belles pièces de théâtre. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi de construire ce bâtiment, mais ils ont pris un risque assez important. Ils ont choisi de le construire. Ensuite, ils sont allés voir le gouvernement pour leur dire est-ce qu'on peut continuer à faire nos parties de cartes un petit peu dans ce bâtiment. Et le gouvernement, il a dit écoutez, continuez comme avant, voilà, on laissera passer. Ensuite, les jeux ont pu être autorisés en France, justement dans les villes thermales. Donc, ça a donné un accélérateur, le fait qu'il y ait une animation des villes thermales, climatiques ou touristiques. Donc, voilà la base, en fin de compte, des fondements de l'installation des casinos en France. Rappelez également qu'une personnalité, j'allais dire historique, c'est le moins que l'on puisse dire, est associée alors à Aix-les-Bains et au casino en particulier. C'est la reine Victoria. Oui, tout à fait. Lady Balmoral, c'était son nom d'emprunt, qui n'était pas extrêmement discret puisque la résidence des souverains était située à Balmoral en Écosse.
Et la reine Victoria, dont il faut quand même rappeler qu'elle est probablement l'une des régnantes les plus durables de la monarchie, je crois avoir calculé 63 ans de règne. Elle a été non seulement la monarque de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, mais aussi celle du Canada, des Indes. Faut se souvenir un petit peu ce que représentait l'Empire britannique à l'époque, à peu près un tiers, voire la moitié de la planète réunie. Et la reine Victoria était non seulement une adepte, mais une véritable amoureuse d'Aix-les-Bains, après avoir parcouru la Côte d'Azur et également le Pays Basque. Mais on se souvient tous, et en particulier, un monument existe à l'effigie de la reine Victoria. Tout à fait, mais il y a beaucoup de têtes, pas forcément couronnées, mais en tout cas des gens qui avaient réussi dans les affaires, dans le train, il me semble, beaucoup d'Américains qui venaient à l'époque à Aix, qui était certainement la ville la plus connue au niveau thermal. Et comme on n'allait pas forcément dans le sud à l'époque, on allait dans des climats tempérés, intermédiaires, comme notre région, puisque tout le monde avait des toilettes quand même qui devaient quand même souffrir de la chaleur, et donc ils préféraient aller dans des climats plutôt tempérés, et notre région était parfaitement adaptée à ça. Alors, ce qui est très adapté aussi, même si parfois on aimerait pousser les murs pour avoir, j'allais dire, un espace d'exploitation un petit peu plus important, ce qui est très significatif, c'est la superficie du casino. C'est 8000 mètres carrés, dont 3000 dédiés au jeu, un bar, un restaurant, le théâtre on a vu, des salons de réception, puisque l'activité de jeu est une activité évidemment fondamentale et primordiale, mais que elle n'est pas une activité exclusive, puisque vous accueillez un certain nombre de salons, de séminaires, de mariages. On fait entre 100 et 150 salons par an. Alors ça peut être du mariage, la bar mitzvah, des salons professionnels. On a une commerciale qui est vraiment formidable, et qui arrive à mettre en valeur toutes nos salles qui sont parfaitement rénovées aussi, donc c'est ça qui est intéressant. On a des salles dans un état impeccable, et avec un prestige qui est vraiment important pour quelqu'un qui veut se marier, quoi. Alors, indépendamment de ça, et je pense que c'est aussi l'essentiel, c'est d'apprendre ce que c'est que le monde du jeu. Alors, le monde du jeu au Casino Grand Cercle, c'est, alors vous me corrigerez si je commets quelques erreurs sur les chiffres, 225 machines à sous, peut-être un petit peu plus. Ouais, 224. 224, d'accord, une a été supprimée. Alors les machines à sous, c'est de blackjack. Ça varie les machines, on en enlève, on en rajoute, c'est variable. Au blackjack, poker, on parlera du poker tout à l'heure, parce que le Casino Grand Cercle est en tête de gondole, si j'ose dire, en la matière. Et vous avez été amené assez récemment d'ailleurs à vous en ouvrir auprès d'un journal spécialisé, c'est La Roulette. 38 roulettes. Et puis, je le disais tout à l'heure, et c'est extrêmement important, c'est un casino qui est exploité de manière totalement indépendante. Tout à fait. Et qui le reste. Oui. Comment est-ce possible aujourd'hui dans un environnement globalisé, aussi globalisé, où un acteur, pour ne pas le citer, le groupe Partouche, est un acteur extrêmement présent. Tout à fait, il y a 3 gros groupes en France, c'est le groupe Barrière, le groupe Partouche et le groupe Joa. Ensuite, il y a des groupes de moyenne importance, comme le groupe Viking, et quelques le groupe plus Emeraude maintenant, mais bon, ils ont changé de nom. Et après, il y a quand même des petits groupes de 2-3 casinos. Nous, on est considéré comme un groupe avec 2 casinos. C'est ça. Mais il reste quand même beaucoup d'indépendants en France, et il y a des groupes belges maintenant qui viennent de s'installer, qui ont 3-4 casinos, 7-8 casinos. Donc ça, c'est assez diversifié maintenant, et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et le fait d'être indépendant permet aussi d'avoir une grande souplesse sur l'investissement, sur la réactivité et sur les prises de décision. Voilà, les fonds de pension sont souvent régis par la rentabilité. Nous, on est régis par l'investissement. Quel est l'intérêt pour la société? On gère ça comme une société familiale, et on va plutôt dans le long terme, et
l'investissement dans la structure plutôt que dans la rentabilité instantanée, puisque on donne à peu près, on a donné autant aux salariés en intéressement participation cette année qu'aux actionnaires. Donc on essaye d'avoir une éthique, si vous voulez, dans la redistribution du bénéfice. Et je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. C'est un modèle économique qui est effectivement particulièrement éthique et équilibré. Mais éthique, mais est possible. Donc, je veux dire, c'est pas hérétique de dire ça. On Absolument. arrive à gagner de l'argent. Tout le monde est content. C'est-à-dire l'actionnariat est content, les salariés sont contents, le conseil d'administration est content. Donc, je pense que c'est plutôt positif et on est capable de faire ça. Voilà. Il y a des techniques pour faire ça. Il y a aucune raison que tout le monde puisse pas le faire. Tout à fait. On va rappeler aussi que le modèle d'exploitation d'un casino, et c'est le cas pour le casino Grand Cercle, c'est celui d'une délégation de service public. En tout cas, c'est le cadre de la relation Tout à fait. contractuelle entre la commune d'Aix-les-Bains et le casino Grand Cercle. Ouais. Ça emporte un certain nombre d'obligations, de devoirs, Tout à fait. bien évidemment, notamment celui d'entretenir et de réaliser des travaux dans le lieu de l'exploitation, et puis d'assumer bien évidemment des obligations de service public. Tout à fait. Il y a des contraintes comme dans toute DSP. Donc voilà, on a des charges et on a des charges et des devoirs à faire pendant cette durée de DSP qu'on applique à la lettre. On va même bien au-delà en général du cahier des charges, parce que notre optique est vraiment de garder ce bâtiment dans un état irréprochable. Et c'est notre vocation, c'est notre philosophie en tout cas. Et alors, c'est un casino qui a, bien évidemment, par son activité et par son activité propre, si j'ose dire, réussi à gagner en attractivité. L'attractivité, elle est aussi liée à la géographie, à la localisation. C'est important. On est un petit peu au centre d'un certain nombre de pôles et de bassins d'emploi qui sont très significatifs. On a Genève, Annecy, Lyon, Grenoble autour, le tout à moins d'1 heure de route. On a un réseau TGV qui est également particulièrement bien maillé, et cela permet donc, j'allais dire, aux amateurs de se rendre à Aix-les-Bains sans trop de difficultés. Oui, alors ça, on a beaucoup de chance à Aix-les-Bains d'avoir la gare à 100 mètres du casino, un aéroport à 2-3 km et des aéroports internationaux juste à côté, et ça, c'est important. Alors, il faut quand même aussi relativiser, parce que les casinos, en général, attirent à 15 minutes, pas plus. Notre casino attire à 1 heure. Pourquoi ? Parce que le bâtiment est exceptionnel, la prestation qu'on essaye de donner est quand même une belle prestation, et du coup, on peut venir passer une soirée chez nous, emmener ses amis, voilà, ils seront pas déçus. C'est pas... Parfois, il y a des casinos, c'est 4 murs et des machines à sous dedans. C'est pas notre point de vue, nous. C'est pas notre philosophie. On veut que ça soit un lieu de vie et pouvoir animer ça. Par contre, il y a une concurrence qui est très forte. Vous avez à peu près un casino tous les 30 km. C'est un peu comme sur la Côte d'Azur ou la Côte normande. Quand vous regardez le bassin des casinos, tout le tour de la France est rempli de casinos. Donc aussi, on est amené à être en concurrence avec beaucoup de casinos, avec des gens qui ont une politique qui est aussi très bonne et une politique d'accueil qui est très bonne. Donc voilà, c'est une vraie concurrence ouverte, et que le meilleur gagne. Voilà. Mais bon, on a de bonnes relations avec tout le monde, donc il y a pas de sujet là-dessus en tout cas. Merci. On va clôturer, ou plus exactement, on va mettre fin à cette première partie de l'émission. Et on va observer une petite pause musicale avant d'aborder l'aspect économique proprement dit dans quelques instants. Radio Grand Lac, votre radio locale, C'est sur le 92.1 en DAB, et sur l'application 100% gratuite. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'écho. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Nous sommes de retour dans le grand bain de l'écho sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Je le rappelle, sur 92.1 FM. Audience d'Annecy à Montmélian, à peu près 200 000 personnes. Mais, ou plus exactement, 750 000 auditeurs à peu près aujourd'hui grâce au DAB+, la radio numérique,
qui nous permet donc d'avoir une audience en gros de Genève à Grenoble et Lyon, ce qui, outre l'audience, nous permet d'avoir une excellente qualité d'écoute. Pour les bientôt 4 ans de Radio Grand Lac, nous en sommes heureux et très fiers, et toujours avec Christophe Guérin pour aborder une partie un petit peu plus économique, un peu plus chiffrée, si j'ose dire, de cet échange. 202 établissements de jeux en France, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Casino Grand Cercle, bien qu'il soit situé dans une commune de moyenne population, si j'ose dire, est particulièrement bien placé, puisqu'il se situe bien au-delà d'ailleurs du premier quart. On est 26e. 26e sur 200. Voilà, sur 202. Sur 202. Voilà, ça varie un peu de 2-3 par an. Alors, parfois on est 25e, parfois on est 28e, mais bon, on est à peu près dans le premier quart, disons, voilà. Donc c'est quand même très très bien pour une ville de 36 000 habitants. Je pense qu'on tire bien notre épingle du jeu. Voilà, on a un positionnement qui est assez fort, on a une politique marketing, on a une directrice marketing qui est très forte, et donc qui a une équipe qui est bien emmenée maintenant. On s'est converti au digital aussi relativement récemment quand même. On a punché un peu sur tous les réseaux il y a 2 ans de ça, et je pense que maintenant on est un peu au point, et voilà, on continue à progresser. Mais c'est vraiment nos opérations marketing qui arrivent à nous emmener, si vous voulez, sur un chiffre d'affaires comme ça. Parce que, voilà, on communique très bien sur nos opérations. On fait à peu près 150 opérations par an. Donc c'est assez soutenu. Voilà, on n'est pas un casino qui attend le client. On va lui proposer des offres compétitives avec des menus à 10 €, des brunchs à 15 €. Voilà, et du coup, voilà, on cherche à donner du plaisir à la fois dans la restauration et à la fois dans le jeu aux clients. Voilà. C'est ça notre axe d'activité. Alors, la vie des casinos n'a pas été un long fleuve tranquille, et il y a eu un certain nombre de mesures législatives qui ont marqué l'histoire des établissements de jeu. Alors, il y a une interdiction qui, pour des raisons de santé publique, est tout à fait compréhensible et je pense salvatrice. On l'oublie peut-être, mais il y a encore un petit peu moins de 20 ans, on fumait. On fumait dans des établissements de restauration, et on fumait également dans des établissements de jeu. Et la particularité d'un certain nombre de joueurs, c'était de fumer en même temps que ils étaient sur les machines à sous. Il faut savoir que en fait, l'excitation du jeu couplée à l'excitation de la cigarette, en fait, décuple en fin de compte votre sensation et vous apporte un bien-être qui est assez important. C'est sûr que quand vous demandez à un fumeur est-ce qu'il veut fumer ou jouer, il va plutôt choisir de fumer, quoi. Et quand il y a eu l'interdiction de la cigarette dans les lieux publics, on a perdu à peu près, l'ensemble des casinos a perdu environ 15% de son chiffre d'affaires. Donc ça a été une période assez lourde. Et ensuite, on pouvait rentrer librement dans les salles de machines à sous à l'époque. Et quand on a mis du contrôle d'accès, c'est-à-dire la vérification des papiers d'identité de manière systématique à l'entrée, on a reperdu 15%. Donc il y a eu une dizaine d'années, 2007-2017, qui a été assez forte, si vous voulez, en décroissance. Et donc, ça fait souffrir un petit peu le monde des casinos. Donc, à peu près une dizaine d'années de décroissance. Voilà. Donc, il a fallu... Sans qu'on puisse faire vraiment grand-chose. Ouais, c'est ça. Donc, il a fallu effectivement adapter, entre guillemets... Se remettre en question, réinitialiser nos offres, voilà, reproposer quelque chose, reconquérir de la clientèle. Et donc, ça a pris du temps. Alors... un malheur, entre guillemets, n'arrivant jamais seul. On parle là de 2 événements, si j'ose dire, qui occasionnent chacun une décroissance, de l'activité du chiffre d'affaires de l'ordre de 15%. Et puis, les années 2010, c'est aussi des années, alors peut-être même un petit peu avant, c'est des années qui correspondent à l'arrivée du jeu en ligne.
Alors, le jeu en ligne, les jeux autorisés en ligne, c'est le poker et le pari sportif. Il y a des débats actuellement pour introduire le jeu en ligne, parce qu'il y a aussi du jeu illégal, du jeu non régulé, et donc ce qui fait aussi du mal au casino, puisque ça représente plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc, comme voilà, il y a des problèmes pour fermer ces sites et les empêcher de nuire sur le territoire français. Voilà, on est en plein débat sur l'ouverture donc des jeux. Alors les jeux, la roulette et les machines à sous en ligne. Donc pour l'instant, c'est en débat. Voilà, il y a des discussions entre les syndicats de casinos et les ministères pour voir quelle est la meilleure formule pour aussi protéger les casinos terrestres, parce que on souhaite que l'offre des jeux en ligne soit liée à un casino terrestre et pas liée à personne, c'est-à-dire à certainement des groupes qui vont naviguer sans fiscalité à l'extérieur du territoire français, en tout cas où ça ne va rien apporter au niveau emploi, si vous voulez, à la France. Donc nous, on souhaite que voilà, ça soit que la corrélation entre le casino terrestre et le casino en ligne soit armée dans le dur et ancrée dans la loi. Voilà. Alors, pour faire face, si j'ose dire, à ces difficultés, vous expliquiez tout à l'heure que vous aviez pu compter sur un service communication marketing extrêmement performant. Je dirais que de manière générale, c'est un travail collectif qui permet d'offrir effectivement un certain nombre de marchés nouveaux pour les clients. Est-ce que vous pouvez évoquer tout ce qui a été, ou pas exhaustivement bien sûr, mis en œuvre depuis finalement cette période qui a débuté en 2007 avec l'interdiction de fumer dans les lieux de jeu, et puis ensuite le contrôle systématique des pièces d'identité. On a recruté donc une personne qui m'a rappelé il y a pas si longtemps, que Anne-Sophie Balestrière, donc qui est ma directrice marketing, qui m'a rappelé que ça faisait 20 ans que je travaillais avec elle. Et donc ça, c'est quelqu'un qui a été très performant, qui a travaillé toute seule pendant de longues années et qui a fait un boulot formidable pour justement introduire. Il y avait peu de marketing, il y avait juste de la communication papier ou de la communication sur panneaux publicitaires, mais il n'y avait pas un marketing profond qui était directement en lien avec le client, qui avait une proposition client, une proposition de SMS, des offres constantes, et c'est principalement elle qui a mis en place l'ensemble de ces opérations-là, et on a en fait surperformé le marché grâce à ces actions qui ont été vraiment déterminantes pour le développement et surtout la résistance. Quand la tendance était baissière, on a été extrêmement résistant par rapport aux autres casinos avec cette politique marketing qui était assez performante. Voilà. La deuxième chose, c'est la politique commerciale. Comme je le rappelais tout à l'heure, on a une responsable commerciale qui s'appelle Valentine et qui, elle, met en œuvre d'une manière tout à fait exceptionnelle l'allocation de nos salons. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, parce que présenter un salon, avoir un beau lieu, c'est bien, mais avoir une organisation qui se mette au service de notre clientèle, c'est très très bien. Ensuite, pour tout ce qui concerne les travaux, j'ai un directeur d'exploitation qui s'appelle Julien Chaperon, qui lui est un expert dans la mise en œuvre des travaux, et c'est lui qui nous a réellement permis, si vous voulez, de mettre en œuvre rapidement tous les travaux, de mettre en œuvre les opérations qu'on doit faire justement sur le tournoi de poker Winamax de septembre. Et voilà, c'est un maillon essentiel, si vous voulez, de la chaîne, parce que mettre en œuvre des travaux, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Et je pense que c'est d'avoir quelqu'un sur place qui puisse rapidement faire ça. Je pense que c'est très important pour nous, et ça nous permet d'aller très très vite dans le montage des opérations. Voilà. Alors, pour les profanes dans le monde des jeux que je suis un petit peu, il y a quand même un terme qui parle, c'est le poker. Et alors le poker, si j'ose dire, il est un peu à la maison, il est chez lui, au Casino Grand Cercle. Là, vous avez, entre guillemets,
mis en œuvre des moyens extrêmement importants pour être aujourd'hui, je pense, l'un des casinos en pointe en la matière, notamment par l'organisation d'un certain nombre de manifestations. Alors nous, on a commencé le poker en 2007. Alors on a été le premier casino, puisqu'avant il n'y avait pas en fait de législation spécifique sur le poker, et donc on a été le premier casino à organiser, à demander, si vous voulez, la mise en œuvre d'un tournoi de poker. Et je pense que ça a été important. Alors on n'a pas développé à l'époque, surdéveloppé le poker, parce qu'on voulait quand même que l'activité soit à peu près rentable. Donc on a fait des tournois de poker avec une grosse finale qui s'appelait le Dream Poker Tour, avec une finale avec 100 000 € garantis, qui a fait venir tous les super joueurs français en particulier de France. Donc on a pu attirer à l'époque, puisqu'il y avait très peu de tournois avec de la garantie comme ça à la fin. Donc ça, on a pu démarrer comme ça. Et depuis 3-4 années, on travaille avec des professionnels qui ont monté leur société qui s'appelle 5bet, et on a pu tisser des liens dans le milieu du poker avec PokerStars par exemple, les 2 plus grosses sociétés françaises, et des liens privilégiés avec Winamax qui nous font le plaisir, si vous voulez, de venir chez nous implanter le plus gros tournoi de poker français du 15 au 22 septembre, et c'est un honneur de les recevoir. On est allé les voir à Bratislava, à Marrakech, pour voir leur organisation, et c'est vraiment un très très gros événement. C'est vraiment une mise en œuvre colossale, et quand je parlais de Julien Chaperon tout à l'heure, c'est lui qui organise, si vous voulez, et réimplante et dispatche le travail à l'intérieur. Et je pense que c'est essentiel d'avoir une personne comme ça, parce que quand on voit la mise en œuvre qu'il faut faire pour accueillir un tournoi comme ça pendant 6 jours, c'est vraiment titanesque, quoi. C'est beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup de mise en œuvre et beaucoup de suivi de travaux et beaucoup d'anticipation, puisqu'on a pris presque 1 an pour pouvoir tirer le câblage. Il faut que tout soit sous vidéo, sonorisé. Enfin, c'est vraiment un travail de titan, quoi. J'imagine, et le fait d'avoir la confiance de ces intervenants, j'allais dire majeurs comme Winamax, c'est aussi la récompense de ce travail de l'ombre, mais qui est un travail qui est absolument indispensable pour faire aujourd'hui du Casino Grand Cercle, j'allais dire, le casino probablement de référence en France pour l'organisation de manifestations de cette ampleur. On essaye, mais bon, nous, chacun fait du poker en France. Après, à plus ou moins grande échelle, avec plus ou moins de succès. Mais bon, nous, je pense qu'on a les espaces, si vous voulez, pour accueillir des grands tournois. Et je pense que ça c'est très important. Voilà, et ça peut attirer effectivement des structures, puisque Winamax a 75% du marché du poker en France. Donc, vous voyez, ça représente quand même énormément de joueurs. Et c'est des joueurs, c'est des middle players, donc c'est des joueurs qui sont pas là pour dépenser des millions, mais qui sont là pour s'amuser et vivre un bon moment chez nous. Et voilà, il a fallu convaincre que Aix-les-Bains était un point central, bien desservi par l'ensemble à la fois des autoroutes, des trains et autre chose. Et il a fallu convaincre les dirigeants de Winamax. Et je remercie aussi à cette occasion Mathieu pour son aide précieuse. Qui est le numéro 3, c'est lui qui est le directeur des événements live et qui nous a énormément aidé pour pouvoir avoir ce tournoi de poker. Voilà. Et je pense que c'est essentiel pour le rayonnement du casino d'avoir une médiatisation importante par ce biais-là. Voilà. Et donc effectivement, le casino bénéficie d'un rayonnement très très important grâce à cette activité. Voilà, c'est pas une activité qui est rentable en soi. Oui. C'est une activité qui est souvent déficitaire, à mesure où la mise en œuvre et les coûts, si vous voulez, même des croupiers, de l'organisation est très importante. Mais au niveau médiatique et au niveau en termes d'exposition, au niveau retombées médiatiques, je pense que c'est important, puisque voilà, tout le monde regarde les podcasts, tout le monde regarde. Voilà, tous les réseaux où sont retransmis la table finale de Winamax, etc. Oui, il suffit de voir effectivement sur la télévision aujourd'hui, sur les ondes, le nombre d'émissions qui cartonnent, Ouais, tout à fait. simplement pour
j'allais dire, regarder. Le poker attire, c'est sûr. Le poker, voilà, c'est dans la tête des gens au départ. Il y a dans les années, justement, au début du poker, tout le monde voyait les gens devenir millionnaires aux États-Unis. Donc ça a ancré dans les gens, dans la tête des gens, un petit peu ce rêve d'aller jouer un tournoi de poker aux États-Unis, à Las Vegas ou à Reno. Voilà. Maintenant, ils sont revenus à quelque chose de plus ludique, plus doux, sans rêver. Voilà, si ça se passe bien, c'est bien, mais sans se ruiner là-dedans. Voilà, vous passez un bon moment, vous investissez entre 100 et 500 euros. Voilà, vous passez 3-4 jours de tournoi avec cette somme-là. Donc, c'est plutôt un passe-temps plutôt ludique et intéressant pour les joueurs. Donc c'est un moyen d'exposition, c'est pas une activité qui est rentable. Et ça nous permet de faire une petite transition habile, si j'ose dire, sur des éléments de chiffres, bien évidemment. Tout à fait. On aimerait bien savoir aujourd'hui quels sont les états financiers. On va pas vous demander naturellement de nous communiquer. Ils sont publics. Ils sont publics, l'alias fiscal, mais simplement les grands chiffres, pour que Alors d'abord et avant de parler des chiffres, du chiffre d'affaires et du résultat, pour j'allais dire résumer, bien que naturellement un bilan ne se résume pas à ces deux éléments-là. On est sur un effectif d'une 75 personnes. 75 personnes, d'accord, qui sont, j'allais dire, équitablement réparties dans les différents secteurs d'activité, naturellement le jeu, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, la communication, le marketing, l'exploitation sont des éléments absolument fondamentaux pour être des interlocuteurs crédibles vis-à-vis des opérateurs comme Winamax, et cela permet donc d'aboutir à des éléments chiffrés que vous allez nous livrer. Alors il faut dissocier, si vous voulez, le produit brut des jeux. Voilà. C'est toujours un peu compliqué à expliquer, mais on est prélevé à peu près à 56% sur le chiffre d'affaires. Donc, si vous appliquez ça à n'importe quelle entreprise du département, autant dire qu'il n'y a plus d'entreprise dans le département. Donc, sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire ce que joue le client moins ce qu'on paye, ce qu'on donne en paiement, représente le produit brut des jeux des casinos. Sur ce produit brut des jeux, il y a un prélèvement mensuel de 56% environ en moyenne sur l'année. Voilà, à ça, ensuite, il faut payer vos salariés, payer vos charges et ensuite payer à nouveau l'IS. Voilà. Et donc, il nous reste à la fin 12 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un résultat qui varie entre 2 millions et 2 millions et demi. Voilà. Ce qui représente quand même des données chiffrées assez considérables. Si l'on tient compte des différents niveaux de fiscalisation successifs, puisqu'effectivement le produit brut des jeux, ce qui rentre entre guillemets dans les caisses à l'origine, est évidemment affecté par toute une série de ponctions, de prélèvements. L'État ayant compris depuis bien longtemps que c'est une source quasiment intarissable de revenus et de revenus fiscaux en particulier. Et que c'est la raison qui explique probablement la protection de l'État. Sinon, sa philanthropie et sa volonté de protéger une activité et des emplois, bien évidemment, des milliers d'emplois. Alors nous, ce qui nous satisfait, c'est qu'une grosse partie une partie de ce prélèvement revient à la ville d'Aix-les-Bains, ce qui permet aussi de développer cet environnement. Donc ça représente à peu près ce que va toucher la ville par an, à peu près 4 millions d'euros. Donc entre les deux casinos, puis les subventions qui sont dans le cahier des charges, ça représente à peu près ça. Donc ça me paraît important, en tout cas, et satisfaisant, si vous voulez, pour la ville d'avoir justement ces établissements de jeu. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de faire passer dans l'idée qu'il faut mettre en avant ces établissements de jeu et en fait en faire un pôle d'attractivité pour Aix-les-Bains, parce que quand vous avez certainement le plus beau casino de France dans une ville, quand il y a un joueur national qui passe sur l'autoroute et qu'on lui met une enseigne, vous avez le plus beau casino, venez le visiter, vous venez jouer une pièce ici, je pense que les gens s'arrêteront plus et on fera plus de flux, donc plus de PBJ, donc plus de revenus pour la ville. Donc vous voyez,
l'interaction avec la ville d'Aix-les-Bains est quand même très importante et en fait, il y a peu, si vous voulez, d'activités qui arrivent à rapporter autant à une ville et la mise en avant, si vous voulez, des casinos au niveau touristique, je pense que c'est essentiel. Quand on a un point d'attraction aussi fort que ce casino qui est en plein centre, je pense qu'il faut le mettre en avant, quoi. Oui, c'est important de rappeler qu'effectivement, le produit brut des jeux ne revient pas exclusivement à l'État, mais qu'il profite à la commune dans laquelle est exploité le casino et que ça permet à cette ville de prospérer. Alors, il n'y a pas bien évidemment que les établissements de jeux, il y a un certain nombre d'autres activités économiques qui permettent à Aix-les-Bains de rayonner, mais j'allais dire Aix-les-Bains et le casino Grand Cercle sont indissociables. Inséparables l'un de l'autre et il est inconcevable évidemment d'envisager Aix-les-Bains sans ces termes, mais également sans des établissements de jeu. Quand je dis ces établissements de jeu, c'est parce qu'il y en a un autre qui est un petit peu moins connu et qui a une histoire qui est intéressante, qui est particulière. Alors on n'aura pas 3/4 d'heure pour la raconter, mais enfin, je pense qu'il est important de finir l'émission sur ce thème. À l'origine, c'est un casino qui est situé avenue Victoria. Alors c'est un casino qui était situé avenue Victoria au cinéma, à l'endroit des cinémas, au sous-sol des cinémas actuels, d'ailleurs qui sont toujours en exploitation. Et dans les années justement 2008, on a eu le fameux contrôle d'accès et qui a quand même mis un coup assez fort à l'ensemble des casinos et aussi aux casinos plus modestes. Et à partir de ce contrôle d'accès, malheureusement, ce casino a commencé à perdre de l'argent, donc il s'est rapproché de nous pour savoir si nous étions intéressés pour éventuellement racheter sa concession. Donc on lui a dit OK. Donc nous on souhaitait pas forcément rester dans ce bâtiment, mais faire quelque chose de plus intéressant. Et étant précisé que ce bâtiment-là est extrêmement proche tout à fait. Du casino Grand Cercle, à quelques centaines de mètres. Oui, il y a 200 mètres du casino, donc c'est vrai que c'était peut-être plus intéressant de l'impacter sur une autre portion de la ville. Et de créer un concept un petit peu différent. Voilà, un concept. À l'époque, la municipalité souhaitait l'installation d'un bowling dans la ville, donc voilà, on a Monsieur Burnet à l'époque a acheté un terrain qui était au bord du lac et a choisi de construire pour une dizaine de millions d'euros le bâtiment actuel qui abrite 12 pistes de bowling, voilà, 63 machines, un restaurant, des salles de réception et des jeux d'arcade. Voilà, on est parti sur ce projet en 2008. C'était la crise financière, si vous vous rappelez bien. Absolument. Et on n'a pas hésité à y aller. Et voilà, maintenant c'est plutôt un franc succès. Voilà, quelque chose d'intéressant, une nouvelle animation sur la ville, un deuxième casino pour la ville d'Aix-les-Bains. Je trouve que c'est très très bien. Une activité de bord de lac aussi, tout à fait, qui a des synergies avec qui se marie bien avec le cinéma, la plage, le cinéma, les établissements de restauration. Voilà, le restaurant, l'aquarium qui est pas loin. Un salut à Yves Burdet, et au président, et un salut au président Robert Burdet, voilà. Bien évidemment. Tout à fait. Qui est en fonction depuis presque 20 il est en ans. Fonction depuis 15 ans 2012. Voilà, 2012. Il a pris ses fonctions après Monsieur Burnet. Paul Burnet. Pas confondre. Absolument. Monsieur Burnet qui a un grand passé à Aix-les-Bains, oui, comme hôtelier, restaurateur, qui a fait aussi ses armes en montagne. Un grand joueur de golf également. Grand joueur de golf, moniteur de ski. Une figure d'Aix-les-Bains. Voilà, quelqu'un qui a 1000 sauts en parachute, enfin quelqu'un qui est imprenable, qui est un cycliste invétéré, voilà, une force de la nature et voilà, qui est passé président du conseil d'administration en 2012 pendant que j'étais nommé directeur général. Voilà, et c'est une parfaite cohésion, symbiose, avec le président, et on s'entend vraiment très très bien. On a la même politique, la même vision, en tout cas pour cet établissement. Et voilà, je suis très content de travailler avec lui.
le président et le directeur général forment un binôme très fort. Oui. Robert Burdet est également le président alors du nouveau casino, puisque c'est sa dénomination sociale, mais son appellation commerciale c'est le Poker Ball. Et on salue également sa directrice générale, Roxane Carr. Roxane Carr, il faut pas oublier, qui est venue ici il y a 6 ans, qu'on a recruté. Voilà, quelqu'un de tout à fait exceptionnel, Oui. qui a fait ses armes à l'étranger, Oui. en Angleterre, ensuite sur les bateaux de croisière, qui est vraiment un environnement extrêmement difficile pour le travail des jeux. Et qui est arrivée très jeune, je crois, en tant que directrice générale. Tout à fait, très très jeune. Mais on lui a fait confiance parce que c'est une vraie personnalité avec un caractère très affirmé, une compétence professionnelle. Voilà. Qui connaît très bien le monde des jeux, bien évidemment, pour en assumer la direction générale. Tout à fait. Et qui est également extrêmement active dans la communication et la promotion des activités du Poker Ball. Je peux en témoigner. Je suis un liker invétéré, si j'ose dire, des activités du Poker Ball. Et cette symbiose-là, elle se retrouve également au niveau du conseil d'administration et des différents administrateurs qui, s'ils évoluent, sont quand même, si j'ose dire, fondés sur un lien et un lien très fort et ancien. Alors le conseil d'administration, il est représenté que par des grands chefs d'entreprise, des avocats aussi, nous avons des notaires, voilà, mais on a des très grands entrepreneurs autour de la table, voilà, qui savent, qui m'ont fait confiance aussi, qui me font confiance de manière vraiment constante et voilà, on a une cohésion qui est très forte, voilà, une bonne stratégie, des échanges toujours cordiaux et voilà, et une vision, si vous voulez, des professionnels qui sont autour de la table qui est toujours juste, avec des avis qui sont et des conseils qui sont toujours justes. Et je pense qu'on forme une très très belle équipe. Oui, je pense que c'est effectivement une magnifique équipe qui est formée. On arrive au bout de cette heure d'échange. Ça passe vite. Ça passe très vite. Je vous l'avais dit que c'était un temps d'échange qui passait très vite. Finalement, moi j'aurais aimé poursuivre ces échanges, mais quand on est à la salle de sport, ça passe moins vite. Vous voyez, à 7 heures, c'est quand même bizarre. Tout à fait, absolument. Je voudrais rappeler que bien évidemment il y a beaucoup d'actualités au Casino Grand Cercle. On évoquait tout à l'heure cette manifestation de poker au mois de septembre. Voilà, 15-22. Du 15-22 septembre, 3000 joueurs au Casino Grand Cercle. Dans le salon. Dans l'ensemble de l'établissement. On va fermer l'établissement. On va mettre l'ensemble de l'établissement sous contrôle d'accès. D'accord. Donc il y aura environ 3000 joueurs attendus, certainement plus, puisque c'est 80% des joueurs sont des joueurs français. Là, c'est le plus gros tournoi de Winamax en France. En général, il se situe dans les capitales. Là, exceptionnellement, il va se jouer en France. Donc, je pense que ça va attirer énormément de joueurs. Parce qu'Aix-les-Bains est la capitale du poker, tout simplement. Voilà, Aix-les-Bains, la capitale du poker, avec le plus beau casino de France. Dans le plus bel écrin, effectivement, le Palais de Savoie, voilà. Qui, je rappelle, est quasiment bicentenaire. Tout à fait. Et bicentenaire, on a fêté les 200 ans en 2024. Voilà. Formidable. Et je voudrais également rappeler, un petit peu plus modestement, mais c'est très important pour nous à Radio Grand Lac, que nous accueillerons dans les locaux du Casino Grand Cercle le Grand Salon du Chocolat. À quelle date ? Tu me prends de court là, Benjamin. Je n'étais pas prêt. Le salon du chocolat et des gourmandises. Et des gourmandises, pardon. La 8e édition qui aura lieu les 11 et 12 octobre dans le cadre prestigieux du salon Lamartine. Et on a de nombreuses personnes qui viennent sur les 2 jours pour bien sûr découvrir tous les artisans chocolatiers, tous les créateurs de gourmandises, avec plein de surprises cette année, mais qui viennent aussi pour rentrer dans le casino et voir ce merveilleux spectacle des couloirs du casino, les escaliers qui descendent au salon Lamartine. Avec ma complice et amie Sandra, on est tout prêt et le casino est quasiment complet, mais je ne le dis pas trop fort. Casino classé monument historique, bien évidemment.
On vous parlait d'un écrin absolument exceptionnel. C'est un monument historique qui est protégé. Et lorsque l'on accomplit, lorsqu'on réalise des travaux, il faut bien se rendre compte que ça coûte, 2, 3, 4 fois plus cher. Parce que tout doit être envisagé avec l'architecte des bâtiments de France. C'est-à-dire que tous les matériaux, tous les process de rénovation, de fabrication doivent être adaptés aux exigences d'une vieille dame qu'est le palais de Savoie, dont tous les Savoyards sont fiers. Pas simplement les Aixois, et puis je pense les Français également, mais véritablement pour nous c'est une merveilleuse institution, et c'était un bonheur absolu de vous recevoir ce soir pour mettre à l'honneur cette merveilleuse enseigne, ce phare, si j'ose dire, qui illumine la place d'Aix-les-Bains et qui fait irradier entre guillemets notre belle commune, notre beau territoire des lacs et montagnes. Merci infiniment, Christophe Guérin. Bon vent au Casino Grand Cercle, et puis à très vite sur les ondes pour une nouvelle émission du Grand Bain de l'Écho. Nous sommes à quelques encablures, si j'ose dire, de la trêve estivale, et la saison est quasiment terminée en ce qui me concerne. Elle recommencera après en septembre, et je tiens d'ores et déjà à remercier l'ensemble des invités qui m'ont fait le plaisir de venir me rencontrer, de venir échanger sur des thèmes économiques, et puis bien au-delà. Je salue naturellement mes compères Jean-Pierre, Sandra et Laurine, les chevilles ouvrières de Radio Grand Lac sans qui rien ne serait possible. Je salue les bientôt 4 ans de Radio Grand Lac. Je salue notre marraine, Catherine Haïtis. Je salue bien évidemment la commune d'Aix-les-Bains et l'ensemble de nos partenaires. Et je vous le redis, nous sommes aujourd'hui une radio qui compte, puisque nous sommes désormais audibles sur un territoire qui est extrêmement large et qui, allez, on va le dire, atteindra bientôt le 1 million d'auditeurs potentiels. À très vite sur Radio Grand Lac dans le Grand Bain de l'Écho. Votre fenêtre sur la vie locale. Radio Grand Lac.